Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV 78. Nous sommes le jeudi 24 janvier, tout de suite les titres de cette édition. Plus de 160 000 personnes sont concernées en France. La maladie de Parkinson est la deuxième pathologie neurodégénérative derrière Alzheimer. Dans les Yvelines, l'association France Parkinson soutient et informe les malades. Elle vient d'ouvrir une antenne à Rambouillet. Nous en parlons avec notre invité. Le début d'un nouveau rendez-vous régulier dans le journal. 2 fois par mois, nous vous faisons découvrir un lieu du patrimoine des Yvelines. C'est ce soir, direction l'Arboretum de Versailles-Chevreloup. 200 hectares de collection végétale vivante aménagée par le roi Louis XIV. Et puis à la fin de cette édition, nous serons depuis la Californie pour le NAMM 2019. C'est le plus grand salon de l'industrie musicale. La Voix du Luthier, une entreprise de Guyancourt, y participe. Elle y présente des enceintes innovantes. C'était pressenti depuis quelques jours. Carlos Ghosn a démissionné de son poste de président du groupe Renault. Le PDG est incarcéré au Japon depuis plus de 2 mois pour des soupçons de malversation financière. Pour le remplacer, un tandem, le conseil d'administration de la marque aux losanges a nommé aujourd'hui le patron de Michelin, Jean-Dominique Senard, comme président. Thierry Bolloré, numéro 2 de Renault, devient directeur général. Carlos Ghosn qui s'en va donc après 14 ans à la tête de Renault avec de juteuses indemnités autour de 25 millions d'euros, plus sa retraite qu'il devrait bientôt prendre. Une affaire forcément suivie à l'usine de Flins-sur-Seine, mais aussi au technocentre de Guyancourt qui emploie 11 000 personnes. Écoutez la réaction du syndicat CGT sur le site collecté par Nicolas Dandry. Aujourd'hui, la CGT Renault demandait une séparation des pouvoirs et des responsabilités et surtout, la CGT demande une transparence concernant la rémunération de l'ensemble des dirigeants de l'entreprise et également une transparence sur les décisions et la stratégie qui émanent de leurs responsabilités. C'était une situation qui est difficile à vivre en priorité par les salariés de Renault au vu des accusations. Et aussi difficile pour l'entreprise. C'est purement scandaleux qu'on puisse aujourd'hui négocier un parachute qui sera certainement très doré pour lui. Et de plus, en plus, il touchera une retraite chapeau qui dépasse 60 000 euros par mois. Et nous allons vous proposer prochainement un reportage avec l'ensemble de ces syndicats sur ce technocentre Renault à Guyancourt. Un projet d'envergure à Villepreux, l'entrée de la commune devrait être complètement reconfigurée à l'horizon 2025. 250 logements ainsi qu'un grand parc urbain sont prévus. Les contours de ce dossier avec Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. C'était l'une des grandes annonces de la cérémonie de vœux de Villepreux. Le maire de la commune, Stéphane Mirambeau, a évoqué la création d'un nouveau quartier en entrée de ville. Le secteur s'étend du gymnase Alain Mimoun au lycée Sonia Delaunay. Au total, 19 000 mètres carrés vont être aménagés. C'est un projet qui est important parce que c'est une zone très emblématique. C'est une zone qui est centrale au niveau de la ville et nous voulions réellement que ce soit la vitrine de Villepreux. Quand on arrive, on veut que les gens se disent « c'est ça Villepreux et c'est là que j'ai envie d'habiter ». Après un an de concertation avec les habitants, le projet prévoit notamment la création de 250 logements et un grand parc urbain avec un kiosque, un jardin partagé, une aire de jeu pour les enfants et une grande pelouse. Donc il y aura un grand parc urbain, on peut l'appeler même le Central Park de Villepreux, et puis autour il y aura quelques immeubles très environnementaux, très verts aussi, et ça va participer à l'attractivité de la ville. Ça va terminer la ville car ça va être une zone qui va relier tous les quartiers entre eux. C'est un projet que nous avions pensé en 2008. On est content de l'avoir fait aujourd'hui avec tous les Villepreuxiens. Des études de faisabilité financière et environnementale auront lieu cette année si tous les voyants sont au vert. Les travaux devraient débuter à l'horizon 2020 pour une livraison définitive prévue en 2025. En 2019, l'année politique sera marquée par les européennes. Ça sera le 26 mai prochain. Les Français devront choisir leur eurodéputé pour siéger au Parlement de Strasbourg et de Bruxelles. Un scrutin peu populaire, moins de 43% de participation aux dernières européennes de 2014. Pour parler de l'Europe, le député MoDem Jean-Noël Barrot organise un débat dans sa 2e circonscription des Yvelines. C'est à Viroflay, salle du Noyer de Ségonzac à partir de 20h ce jeudi soir. Un rendez-vous en présence de la députée européenne Nathalie Griesbeck, présidente de la commission spéciale sur le terrorisme, et de Jean-Dominique Giuliani à la tête de la fondation Robert Schuman.
Elle était déjà active sur les Yvelines à Versailles, Saint-Germain-en-Laye ou encore Mantes-la-Jolie. L'association France Parkinson ouvre une antenne à Rambouillet. Pour en parler, un invité, Yves Plantec. Bonsoir. Yann Plantec. Yann Plantec, pardon. Bonsoir. Alors on va commencer cet entretien en disant bien votre prénom. Yann Plantec, alors vous êtes responsable de cette antenne sur Rambouillet. Alors avant de parler de votre arrivée à Rambouillet, rappelons que Parkinson touche plus de 160 000 personnes en France. Il y a 25 000 nouveaux cas détectés chaque année environ. C'est une maladie neurodégénérative. Comment agit-elle cette maladie? Quels sont les symptômes? Alors les symptômes sont de diverses formes. Vous avez à peu près 45 symptômes qui sont recensés dans la maladie de Parkinson. Les plus connus sont les tremblements, sont la lenteur, sont les défauts de la marche, également le visage figé, etc. Enfin bon, c'est 40 symptômes, je ne peux pas tous vous les lister, mais c'est impressionnant. Et quels sont les traitements aujourd'hui pour traiter Parkinson? À base de dopamine, essentiellement, mais il y a des possibilités également d'électrostimulation, donc une opération qui permet de mettre des électrodes au niveau du cerveau. D'accord. Et ça améliore la vie du patient. Vous êtes vous-même atteint de Parkinson depuis 2012. Comment on vit avec cette maladie? On vit pas très bien. C'est comme si on avait un étranger dans le corps. Donc c'est pas évident tous les jours, mais on s'y attache et puis on fait en sorte de vivre le mieux possible, quoi. Et est-ce que la recherche progresse? Est-ce qu'il y a l'espoir qu'un jour cette maladie soit vaincue? On espère. Elle existe depuis, elle est identifiée depuis près de 400 ans, mais on espère qu'on va trouver enfin l'origine de la maladie. Ce serait déjà pas mal pour pouvoir la guérir, quoi. Et ça fait d'ailleurs partie des missions de l'association, c'est soutenir la recherche contre Parkinson. C'est ça, c'est l'une des missions de France Parkinson. Exactement. Quelles sont les autres missions, du coup, de l'association? C'est le financement, effectivement, de la recherche, c'est d'être au plus près des malades. Donc, via les comités, il y a 77 comités départementaux en France aujourd'hui. C'est également de l'aide, de l'information auprès des malades sur les traitements, sur les droits des malades et puis des proches. Et également... Est-ce qu'il y a aussi un rôle pour saisir les pouvoirs publics, parler de cette maladie aux pouvoirs publics, essayer que les pouvoirs publics s'en saisissent? Complètement. Notamment durant les pénuries de médicaments qu'on vit en ce moment. On alerte les autorités sur le sujet, quoi. Est-ce qu'elle est bien prise en compte, cette maladie de Parkinson, par les pouvoirs publics, justement? Oui, on aimerait qu'elle le soit un peu plus, mais ils commencent à en prendre conscience, quoi. Et vous parliez des traitements, c'est des traitements qui évoluent, il y a de nouveaux traitements aujourd'hui, peut-être dans le futur? Dans le futur, je pense, il y a des expérimentations qui sont en différentes phases de tests, et on espère dans 2 ans avoir des nouveaux médicaments en immunothérapie. D'accord. Mais il n'y a rien de gagné pour l'instant. Alors, je disais, cette association France Parkinson est très active sur le territoire des Yvelines, Versailles, Saint-Germain, Mantes et maintenant Rambouillet. Pourquoi ouvrir cette antenne? C'est d'avoir une présence dans le sud Yvelines. Exactement. C'est-à-dire qu'on a adressé Versailles, Mantes-la-Jolie et Saint-Germain-en-Laye. Il nous manquait d'être proche des malades sur la commune de Rambouillet pour adresser le sud des Yvelines. Et c'est chose faite. Donc le lancement a eu lieu le 16 janvier dernier. Et la première réunion entre malades et proches et aidants aura lieu le 20 février à Rambouillet, à la salle Foch. Il y avait un vrai besoin des malades d'ouvrir cette antenne, oui. On a eu 30 personnes sur les 48 qui ont été adressées. Donc c'est un véritable succès. Ouais. Vous êtes responsable de cette antenne, on disait tout à l'heure, vous-même atteint de la maladie de Parkinson. C'est important pour vous d'en parler, de participer dans cette association? C'est très important, parce qu'on arrive à se soutenir les uns les autres, on discute de la maladie sans tabou, et c'est très important pour l'équilibre et le bien-être des patients et des aidants. Parce qu'il y a le rôle dans l'association, il y a ce rôle d'accompagnement, d'en parler, c'est aussi très efficace. Oui, complètement. Et surtout mettre en place des activités pour les malades et pour les aidants. Qu'est-ce que vous allez mettre en place justement avec cette antenne de Rambouillet? Alors justement, la prochaine réunion, on va lister, un certain nombre d'intervenants vont passer dans la salle pour expliquer ce que c'est que la gym douce, ce que c'est que le qigong, qu'est-ce que c'est que le tai chi, qu'est-ce que c'est que le golf pour les handicapés, etc. Donc tout un tas d'activités. Et ce sont les malades et les proches qui vont faire les choix
des activités qu'ils veulent voir naître sur Rambouillet. Donc il y aura un choix fait dans les prochaines semaines. Ce choix d'activité, c'est pourquoi faire ces activités, elles aident les malades de Exactement, Parkinson parce que les malades ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes, à rester chez eux. Ils ont peur parfois du regard des autres, donc il faut changer ces habitudes. Et le fait de pouvoir faire des activités comme tout à chacun, c'est important pour eux, pour leur bien-être. Des activités, est-ce qu'il y aura aussi peut-être de la sensibilisation oui, autour de la maladie? De la sophrologie, du yoga un peu particulier. On a lancé sur Méret de la box thérapie. Donc on imagine un sac de frappe avec marqué Parkinson dessus. Les gens se défoulent et ça fait du bien. Quels sont les objectifs pour cette antenne que vous êtes fixés? C'est au minimum avoir les 30 personnes qui sont venues la première fois, qui viennent régulièrement. J'espère qu'on aura une vingtaine de personnes à chaque réunion. Et que ça devienne une antenne importante de ce comité des Yvelines qui est très actif, on le disait. Qui est très actif, oui. Il y a plein d'activités, il y a une présence plein d'activités sur Versailles, renforcée. sur Mantes-la-Jolie, sur Saint-Germain-en-Laye. Et le but, c'est que ces activités soient aussi organisées sur Rambouillet. Est-ce qu'il y a un besoin en bénévoles? Vous avez un besoin en bénévoles pour cette antenne? Oui, on a besoin de bénévoles, oui. Oui. C'est important parce que je ne serai peut-être pas toujours là, donc il faut m'épauler, donc je fais un appel à bénévoles. Et d'ailleurs, l'adresse mail du comité des Yvelines qui s'affiche en bas de l'écran pour vous contacter. Comment on vous rejoint pour cette antenne de Rambouillet? On vous contacte par le mail, directement. J'aurai copie de tous les mails et puis je fais des réponses systématiques, donc n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez donc rejoindre cette antenne de Rambouillet ou même soutenir la recherche, le site de France Parkinson qui s'est affiché tout au long de cet entretien. Merci Yann Plantec d'avoir été avec nous. Je l'ai bien dit le prénom pour la fin de cet entretien. Et je rappelle que vous êtes le responsable de l'antenne de Rambouillet pour l'association France Parkinson. C'est l'un des concours phares en coiffure. Le Style & Color 2019 Trophy est organisé par L'Oréal et se déroule ce dimanche à Paris pour le prix School Student. Une Yvelinoise, Noëlla Havet, élève à Chatou, qui affrontera d'autres apprentis. Mélanie Poquet l'a rencontrée quelques jours avant l'épreuve. Une énième répétition. Noëlla Havet prépare un chignon, une réalisation d'1 heure qu'elle travaille depuis le mois d'octobre pour le Style & Color Trophy. Sur son modèle qui l'accompagnera et sur cette tête malléable. J'aime le challenge. J'avais envie de découvrir autre chose que ce que je fais quotidiennement. Et je voulais aussi découvrir d'autres talents. Et je me dis, je suis capable de pouvoir emporter ce concours. Alors je me lance. J'ai réalisé un balayage, une couleur sur mon modèle. J'ai choisi de faire le chignon parce que j'aime le travail minutieux, c'est très délicat, ça demande du temps, ça demande de l'intention. Et je voulais faire quelque chose de beau, quelque chose de beau au regard. Une inscription au concours qu'elle doit à son école, le ICY à Chatou. L'établissement propose chaque année à ses 80 élèves de se présenter. Noëlla est la première à atteindre ce niveau. Elle s'intéresse à tout. C'est-à-dire qu'elle est autant technicienne que dans la coupe. Quand je vous dis qu'elle innove, c'est qu'elle vient changer de salon et qu'elle est dans un salon qui est un barbershop. Donc vraiment rien ne l'arrête. Elle est extrêmement volontaire. Pour Noëlla, c'est une opportunité de l'inscrire sur son CV, d'en parler, de se faire un book. Et puis pour l'école, bien sûr, on mettra ça sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux. C'est chouette d'accompagner une élève et qu'elle arrive à ce niveau-là. Le 27 janvier, Noëlla affrontera 3 autres apprentis dans le concours national. La finale internationale se déroulera en mars à Paris. Noëlla espère plus tard ouvrir un centre de beauté. Et en plus du prix School Student, Noëlla Havet participe également dans la catégorie choix du public. Vous pouvez voter sur elle sur la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Autre concours, celui de meilleur ouvrier de France de l'année dernière, 2018, et un Yvelinois est en lice parmi 9 candidats catégorie art paysager. Sébastien Tillier, 32 ans, est un ancien élève du CHEP, le centre horticole d'enseignement et de promotion. C'est d'ailleurs au sein de l'établissement du Tremblay-sur-Mauldre qu'il présente son jardin qui se nomme Terre de voyage. 700 heures de travail ont été nécessaires pour le réaliser. Sébastien Tillier qui passait aujourd'hui l'épreuve orale du concours de MOF. Le jury s'est déplacé dans l'après-midi. Les propos sont recueillis par Manon Varaldo. J'avais surtout envie d'un jardin qui s'entretient sans machine thermique, donc pas de taille-haie, de tronçonneuse, étant donné que le lycée est LPO, Ligue de protection des oiseaux, je voulais pas les faire fuir et être trop brillants. Et j'aime écouter la nature en même temps de faire l'entretien, c'est pour ça qu'on est jardinier, c'est pour être dehors, pas au milieu des voitures.
Donc il fallait que ce soit un jardin qui soit calme. Je voulais qu'il y ait de l'eau, du minéral, et du bois qui sont les éléments principaux de la nature. Et je voulais les retranscrire en faisant une composition avec beaucoup de plantes qui viennent enrichir l'arboretum du lycée. Les résultats seront connus au printemps. D'ici là, 850 bulbes pourront éclore dans ce jardin terre de voyage. On reste dans la nature avec un nouveau format dans ce journal. Toutes les 2 semaines, nous vous faisons découvrir un patrimoine du département. Direction ce soir l'Arboretum de Versailles-Chevreloup. C'est un parc situé entre le centre commercial Parly 2 et le château de Versailles. Il regroupe près de 2500 espèces d'arbres. Le site a été acquis par Louis XIV en 1699 et propose aujourd'hui des visites. Le reportage est signé Michael Elmidoro. Un havre de paix à quelques mètres du château de Versailles, bienvenue à l'Arboretum de Versailles-Chevreloup. Ce vaste parc de 200 hectares recense 2500 espèces d'arbres venus du monde entier. L'histoire de ce lieu remonte à l'époque de Louis XIV. Le lien avec le château de Versailles, c'est que le domaine de Chevreloup fait partie du domaine de Versailles à l'origine. Le domaine de Chevreloup était en fait un domaine agricole qui a été acquis par Louis XIV à partir de 1685 et dans le but d'étendre son territoire de chasse. Donc c'était un domaine qui était cultivé encore par des fermiers dans le but de fournir des espaces pour le gibier. Le site a officiellement été attribué au Muséum d'histoire naturelle en 1922, mais ce n'est que dans les années 1960 qu'il devient officiellement un arboretum. Le public pourra le visiter pour la première fois en 1979. Aujourd'hui, les curieux peuvent observer l'intégralité du site et y découvrir des arbres de toute taille. C'est bien la même espèce que le sapin de Noël qu'on a classiquement dans les maisons, donc un Picea abies, mais c'est une variété horticole naine. Et celui-ci a maintenant 30 ans. Du plus petit au plus grand, l'arboretum abrite plusieurs séquoias américains plantés entre 1922 et 1925. C'est l'espèce la plus grosse du monde quand on compte son volume de tronc. Donc c'est des arbres qui peuvent atteindre 95 mètres dans la nature. Alors ici on a des arbres qui font simplement une petite vingtaine, trentaine de mètres, qui sont vraiment des petits jeunes. Parce que c'est des arbres qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années. L'arboretum abrite également depuis 1982 2000 m² de serre. Le site regroupe 5000 plantes et fait partie des 4 plus grandes structures de ce type en Île-de-France. Ici, on reconstitue des climats tropicaux secs et arides, tempérés ou des jungles luxuriantes. Ils ont toutes les conditions pour donner leur puissance, c'est-à-dire chaleur, humidité et lumière. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une explosion de la végétation qui est digne de son biotope d'origine. Seuls des petits groupes peuvent visiter les serres chaque mois sur inscription. Les plantes sont principalement utilisées pour les recherches ou pour fournir des sites parisiens. Ici, Chevreloup, c'est 90% des collections végétales du Jardin des plantes de Paris. Donc il y a constamment des échanges qui se font, des plantes qu'on met à maturité ici et qu'on envoie après dans les grandes serres du Jardin des plantes de Paris. Mais certains trésors sont conservés précieusement ici. C'est le cas de ce cactus qu'on retrouve seulement en Amérique centrale et dans la cordillère des Andes. C'est une très belle agave qui a un reflet un peu gris bleuté, un volume assez exceptionnel. Elle attire l'œil d'une façon assez extraordinaire. Il s'y plaît aussi, hein, la preuve, hein. C'est qu'il a trouvé sa place et il est tout à fait adapté à notre climat versaillais, sous protection. En 2018, l'arboretum de Versailles-Chevreloup a attiré près de 23 000 visiteurs du mois d'avril à novembre. Un trésor du patrimoine yvelinois encore caché qui gagne à se faire connaître. Des enceintes fabriquées par un passionné de musique électronique et un artisan, production de la société La Voix du Luthier, créée en 2018 à Guyancourt. Cette start-up est actuellement au NAMM. C'est le plus grand salon de l'industrie de la musique qui se déroule près de Los Angeles et qui présente donc sur place plusieurs enceintes avant de la retrouver sur place. Découverte de cette entreprise avec Nicolas Dandry. C'est l'enceinte Bluetooth mais en version luthier. Comme Bill Gates et Paul Allen, le Guyancourtois Christophe Duquesne et le Vendéen Marc Lucas ont monté leur premier prototype chez eux à partir de 2016. Aujourd'hui, ils ont créé leur société La Voix du Luthier avec 2 produits, l'onde et la pyramide. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait des enceintes amplificateurs classiques pour entendre un instrument électronique. Aujourd'hui, en fait, on offre une caisse de résonance naturelle en bois, comme une caisse de guitare ou une caisse de piano, pour entendre le son de l'instrument électronique.
Là, ce qu'on va avoir à l'intérieur, on a un petit amplificateur classe D dans celui-là qui fait 2 x 30 watts, donc on a déjà un volume qui est relativement important. On a les batteries et on a le récepteur Bluetooth qui va permettre de gérer tout ça. Christophe Duquesne est passionné de musique électronique. De son côté, Marc Lucas est artisan luthier. Ça fait que la vibration se propage sur toute cette table d'harmonie qui va faire vibrer de l'air, et l'air va venir jusqu'à nos oreilles, et c'est comme ça qu'on va entendre le son de la corde amplifiée ou le son de l'excitateur qui va être amplifié. Cette start-up est composée d'une dizaine de personnes. Il collabore avec d'autres sociétés comme Haken Audio à l'origine de cet instrument électronique. C'est un instrument expressif et continu, donc c'est quelque chose qui est assez novateur aussi. Je monte un peu le volume. Quand on se rend compte que la musique électroacoustique, par exemple les guitaristes ou les violonistes vont trouver aussi un gros intérêt sur ce type d'instrument, on sera par exemple à Francfort à la Musikmesse, mais on ne va pas être dans la partie électronique, on va être dans la partie avec les guitares et les violons, et donc présenter cet instrument à d'autres types de musiciens. Éric Mouquet, membre du groupe Deep Forest, collabore aussi sur ce projet. Prochaine étape, une vague de livraison prévue en avril prochain. Et on retrouve depuis les États-Unis le président de cette start-up. Bonsoir Christophe Duquesne. Bonsoir, comment ça va? Il est 9h20 où vous participez donc au NAMM, le plus grand salon de l'industrie musicale qui se déroule en ce moment tout proche de Los Angeles en Californie. Vous y présentez les enceintes innovantes que l'on a vues dans ce reportage. Pourquoi participer à ce salon? Pourquoi y être? C'est vraiment le plus gros salon du monde actuellement en termes de promotion de la voix du luthier. C'était vraiment important pour nous, pour ce lancement, que les gens puissent découvrir ici. Et on voit déjà, avant même le démarrage du salon, on voit déjà beaucoup d'autres exposants qui viennent nous voir. Donc, a priori, on a bien eu raison de venir et ça devrait être un bon succès. Donc on est content. Vous dites que c'est le plus grand salon de cette industrie. Quels sont les interlocuteurs qui sont présents sur place? Alors, de notre côté, on a beaucoup échangé avec un importateur allemand qui nous reçoit sur son stand. Donc on est sur un stand partagé avec Haken Audio, La Voix du Luthier et toute une série d'autres marques, dont des marques françaises d'ailleurs, 12 Square, No Wave, qui sont aussi des marques de la musique électronique française qui sont juste à côté de moi. Et quel est le programme sur place? Est-ce que vous avez déjà des rendez-vous de fixés? Est-ce que le programme est déjà établi ou ça va se décider dans les prochaines heures? De notre côté, ça se définit au fur et à mesure. On a déjà rencontré des gens hier qui vont venir nous voir sur le stand. On prend les rendez-vous au fur et à mesure. On a pas mal de rendez-vous avec des youtubeurs, des influenceurs web aussi du domaine musical qui vont venir nous voir et faire des reportages sur ce qu'on est en train de faire ici. Et quels sont les objectifs pour vous? C'est de vous développer sur le marché américain, rester sur le marché européen? C'est quoi les objectifs pour vous? Le NAMM a vraiment un rayonnement international, donc on va toucher aussi bien le Japon que l'Europe, que les États-Unis en étant ici. C'est vrai qu'on a fait un Kickstarter, un financement participatif, et on a un tiers de notre Kickstarter qui est sur le marché américain, donc c'est aussi un marché à choyer. Donc on répond à l'ensemble des objectifs, à la fois internationaux et spécifiquement américains en étant ici. Parce qu'aujourd'hui, pour percer dans ce domaine de la musique, il faut être présent. C'est quoi le plus gros marché qui existe? C'est ce marché américain? Le marché américain est important, mais il y en a d'autres. Le marché indien, le marché japonais sont aussi des marchés qui sont gros. Il y a probablement une prédominance du marché américain, mais pour des petites boîtes, on est quand même sur un marché de niche encore sur ce qu'on fait, et on a vraiment besoin de l'international. Donc on ne peut pas rester spécifiquement américain, ni spécifiquement français. Nous supposons d'aller sur l'ensemble, et d'où la nécessité d'être sur un marché comme celui-là, qui a vraiment un rayonnement complètement international. Et qu'est-ce qui ferait pour vous que ce soit une réussite, cette participation au NAMM? Je pense qu'une clé, un bon indicateur pour nous, c'est le nombre de youtubeurs qui vont venir, qui vont faire des vidéos et le nombre de reportages de presse qu'on aura derrière. C'est vraiment à ça qu'on va mesurer l'impact qu'on a eu. Après, il peut y avoir des partenariats aussi commerciaux avec d'autres sociétés qui se noueront. Ça, généralement, ça prend un peu plus de temps, donc ça va être des contacts à établir et à travailler dans la durée. Eh bien, on vous souhaite un bon salon. Merci Christophe Duquesne d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Voix du Luthier. Vous participez donc en ce moment même au NAMM à Los Angeles, près de Los Angeles. C'est le plus gros salon de l'industrie musicale. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'édition complète et ses reportages est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Dans un instant, le retour du 7-8 loisirs avec Marilène Yapichino. Elle parlera notamment du sport féminin à l'occasion d'une journée qui se déroule aujourd'hui. C'est la journée internationale du sport féminin. Belle soirée avec TV 78.